Well, thanks so much for having me and also for taking a look at our book. We really appreciate your engagement with the work. What I thought I'd do just to set up, and I would love this to be interactive and participatory because that is our theme. So I'll try to keep my comments really short, and I would love for this to be a conversation. Since you all have access to the book, I thought rather than really talk about the content of the book per se, that it might be more interesting if I tell a little bit about some of the background and how the project came about and what we were trying to accomplish, sort of the things that you would have to read between the lines of the book itself. And then I wanted to talk about some areas of kind of common challenges, problems, confusion about some of the concepts around participatory culture, but in particular in relation to some of what's happened since we put the book together, because a lot of things have happened politically and, with the technology platform since the book came out. And I thought we could reflect together about how well concepts have held up, given the current political and economic changes, and what we've learned that might challenge some of the frameworks that we had in the book. And I'd love to hear from all of you, especially given your interest and specialization around digital communication and things like that. So does that sound okay for a sort of a starting place? Yeah, that's fine. Okay, so just a little bit of background. I mean, I think you get it from the book, but, obviously Henry, Dana, and I have been colleagues for quite some time, and we kind of represent 3 generations of scholarship around digital culture, and, we intersected with each other through a variety of, professional kinds of settings and projects, and, Henry brought this project to Dana and I as, wouldn't it be interesting to kind of weave together our perspectives, which, in a lot of ways we have a strong set of shared interests and values, but we also have very different perspectives and styles and, orientations to the work too. And we thought it might be interesting to do the book more as a dialogue rather than a traditional book. Initially, we thought it would be very easy to do. We could just show up, talk, record ourselves, and it would turn into a book. It actually turned out to be pretty difficult and actually more work than I think a traditional sort of collaboratively written book would have been. We ended up having to edit the transcript multiple times. It didn't, the challenge is that when you're talking, the 3 of us are talking among close colleagues, and we assume a lot of knowledge, and we're being friendly to each other in particular ways, which doesn't necessarily make for really great reading for people who aren't in the room. So that's why we ended up actually preserving some of the dialogic genre, but then you'll see that, we really did a lot of editing to separate into subtopics, and then we added sort of introductory text for each chapter. And this was the first time that we had really done something like this, and I'd be really interested in hearing from all of you whether you thought we were successful enough. But it did entail, both us working through a totally different process from writing than we normally do, but also, in a way taking a little bit of a risk as scholars, because we're sort of talking about things that are more about our opinions and our thinking rather than traditional research papers and reports. But we felt like we're all sort of at a point in our careers where we don't need to publish sort of traditional academic output as much. All 3 of us, one of the values we really share is about being engaged scholars, so not just sitting back and observing and writing critical work, but actually kind of being in the public discourse and taking our hits along with everybody else, but, being open about the fact that a lot of this we're just figuring out, and our opinions have changed over the years and they will continue to change. So to actually embody within a book or a form of scholarship, not just what we say, but how we say it,
as being more participatory and organic and so on, which we've all been doing in the context of blogs and Twitter and more online participatory media, but then to try to do it within the context of a scholarly book was something that was definitely, it was the first time any of us had done this before. So that itself was an interesting process and experiment for us. And just to sort of transition to this question of, what has changed since then, what is some of the feedback we've gotten about some of the concepts in the book, is really in line with this set of values we have about this being a work in progress, right? We're never done. It's not like you just develop a theory and apply it. Like, it's constantly evolving. And especially when we're in a world where the technology is changing dramatically and social and cultural life is adapting with the technology at a tremendous pace, to think that our concepts are going to stand still is really, it's not a useful assumption to bring to a lot of this work. And I think you'll see, like in the first chapter of the book, we really are trying to both define what Henry has meant and how Dana and I have challenged the term or adopted the term participatory culture, but also how the implications and the use of the term have changed so much in tandem with, the technology changing in the 20 years since, Henry has, or 20 or more years since Henry started using the term. And I think the point that we get the most sort of pushback, confusion, challenges around the fact that the original use of the term was really tied to a pretty specific kind of context around fan culture and around early internet culture, which Henry was writing about, and then certainly I was writing about. And then Dana, as a younger scholar, she kind of came of an age when it might have been less, it's gotten more mainstream, right? So participatory and network media, whereas, in the days that Henry was writing, it wasn't even digital yet. I was coming of age as a scholar when we were having the very first early forms of network culture, and Dana was coming of age when it was starting to become commercialized. So my point of reference is the pre-commercial internet. Henry's point of reference, or initial point of reference, is, participatory culture pre-digital. And Dana is more in that Web 2.0 area where you were seeing that massive wave of commercialization. And I think what's happened, or some of the challenge of the concept, is that it had really bundled three separate vectors. And we talk about it a little bit in the first chapter, but I think we could have done a better job of teasing it out so that there's the, what in the conclusion we call the descriptive versus aspirational dimension, right? So on one hand, participatory culture is a description for kind of what all culture is, right? So culture is participatory. So it's at some level, we're pushing on Henry saying, what's not participatory culture, right? And then, so there's the descriptive part, but then his original concept also had what we kind of think of as an aspirational or an idealistic or a prescriptive dimension, which is that his more extended description of participatory culture assumes like certain forms of pure equality, of valuing contributions, of, a positive value set. So if you think about there's sort of process and practice, which is the descriptive part, which is just that, there's this context where people can contribute more, create more because of the changing media platform. And then there's the values part, which is that, we have tied that to a set of sort of positive, democratic, equity-oriented values. But more and more we're realizing that those two things don't always go together. So what does the concept really mean? Like, does participatory culture really require, or is it defined by a set of values, or is it just that process? Like if it's, Gamergators organizing to harass women on the internet. I mean, from a process perspective, that's certainly participatory culture on steroids in a lot of ways, but then it certainly is different from the original values that Henry had, which is around a certain resistance to dominant culture that's progressive in nature. So that's definitely been
one of the big challenges, and it's not something that can be resolved, but it's something that we need to recognize. And then the third piece, which I think the most recent, political situation, I mean, more so in the U.S. than anywhere else probably has demonstrated, is the dimension of power, right? So there's values, there's process, and there's power. And it's not simply that, these technologies are being dumped into a field that, I think the earlier internet people thought there was something inherently democratizing about these tools because suddenly smaller actors had voice and were able to publish and connect with one another. So, a lot of Henry's early work or work by Clay Shirky or Yochai Benkler, was sort of in this era when, we were seeing things like Wikipedia, we were seeing citizen mobilization, and there was this incredibly new thing that was happening when you had highly committed people without a lot of power using the tools. But now we're really in an era where it's not just commercial interests. So there's money, but there's actual power, like powerful political interests that also control capital that really make, all things being equal, if the tools are neutral and you drop a neutral set of tools into a highly unequal society, the tools reflect the society, not the other way around, right? So I think early on there was sort of this belief that somehow technology could lead to equity or democracy. And right now we're in an era where it's more like, inequality controls the technology. So the vector of influence, if you're a social scientist, it's not particularly surprising, like society wins. Like inequality always wins, right? So if you drop a neutral technology into a highly unequal social world, the technology is going to promote inequality unless you take steps to do otherwise. And I think, some of what we're seeing in the Silicon Valley culture and so on, like we do have people on our side in the sense that a lot of the people creating the new technology platforms have progressive values and can influence things in particular ways. But there are, we've really seen the limits to that if you have very powerful political actors who are able to mobilize a lot of money and capital to influence and, pay for, propaganda and hacking and all these other things, so that there isn't, the technology itself, we're really seeing the limits to how it can address inequality and social difference and things like that. And I think this particular, at least in the U.S. context, was really the Trump victory and so on, was really sort of a wake-up call to things that we've been observing for a long time, where, the progressives lost control of their creation, where it really just came back to bite people because we had a certain overconfidence that the left knew how to do populist media better than anybody else, and that actually turned out not to be true. And it's not necessarily that we don't do it better, but if you have actors who are willing to really focus on particular things and pour a lot of capital and effort into it, then, those of us who just believe that people are going to figure it out are kind of, maybe a bit naive in that context. So, those are really the three dimensions that I think the values, the underlying process and practice and infrastructure, and then how power intersects with it, are kind of the three things that were assumed to be a bit of a tidy bundle in the first concept of participatory culture that Henry put together. And as what we think of as those platforms for participatory culture have grown and gone global, we're seeing that those are actually three separate things. So you can have, if you take a big view of participatory culture, you can have
a participatory culture that if it's only defined by the process piece, you can have participatory cultures that are what we might think is very negative from a values perspective and also result in greater inequality, right? And that is the thing that I think a lot of us really have to confront. I'll give a few examples just, within this broader arc of questioning or soul searching about the different dimensions of participatory cultures. So, and how we're kind of grappling, some of what we've been grappling with, and I would love to hear sort of your views on, how it's intersecting with your thinking and your daily life as well. But, on the values side, we've been, I think, even you see it in the book already, but even more so since we published the book, we've been realizing that, that the processes of participatory culture and the infrastructures actively have a positive social and values agenda attached to participatory culture. You can't assume that it's going to be positive, right? So in our work, in my personal research that I've been engaging in, and our book will be coming out next year, we've actually decided to explicitly focus on the dynamics of online affinity networks, youth affinity networks that have positive social dimensions with, I think there's other scholars, and it's incredibly important that both kinds of scholarship happen, that take more of a critical stance and they look at cultures and communities that they think are problematic and criticize some of the dynamics. And that's incredibly important. What I've chosen to do is actually take deeper dives into communities that are doing really great things, but be very clear that these are not typical communities, right? So I think that's one of the things that it's important that, we have a diverse range of scholarship where, in my research network, I have some scholars who are looking at more typical kinds of youth behaviors that aren't actually that are fairly representative, which have mostly to do with taking selfies and, participating on Instagram and things like that, which is great. And they always remind me that the young people I'm studying are really unusual because I'm studying kids who are like trying to save the world and, solving complex mathematical equations through gaming and all these super like nerdy but awesome things. So we're getting a little bit more careful about saying, look, I'm studying super awesome nerdy things, which are the minority, but the minority that we should celebrate. We really need to understand how some communities are able to be inclusive or really smart or foster positive mentorship. And I've started a nonprofit which is about really trying to amplify the positives of Minecraft culture and learning by providing specific design scaffolds that are about having a strong code of conduct, about encouraging intergenerational mentorship, and really trying to understand the design principles of what makes for positive participatory culture, which recognizes that the values are incredibly important, and without putting values first, a lot of bad stuff can happen, that it's not about the technology, it's about culture and values. So that's sort of on the values side, some of what we've been trying to do to address some of these problems. I think as scholars, we need to get smarter about not just sniping at each other about why aren't you studying this or don't you see the dark sides? And it's like, yes, we all see, we're all in the same, we all share values. So like Henry and I get criticized a lot for being too optimistic, and then I can get irritated at critical scholars who are just criticizing but not trying to make a positive difference in the world. But we should all be part of the same team. So that's kind of like the descriptive part, the critical descriptive work, and then the positive aspirational work. We are part of the same team. So that's one of the things that we've been trying to work on. And then on the power side, I think that we're sort of at a phase where we actually still need better research to understand how this works. I think
on the research side, we understand a lot more about how positive participatory culture works. We don't really understand how power corrupts these systems very well. And we've been caught a bit flat-footed. And it's not necessarily like, how does power work in these distributed systems? It's just an incredibly important research question that we've been blindsided by, because we thought that like good stuff would happen, and we didn't fully anticipate how either, powerful institutions or political interests, but it can be more subtle. Just everyday inequality can create problems when these peer-to-peer systems are part of that. So, I'll give an example in my world of education. So even when people have the very best intentions, so, a few years ago, open online courses, like massively open online courses, became, a big sort of thing. Sorry, my phone. And, people thought if you put a lot of open educational resources on the internet, then it'll be great because poor people could take Harvard classes for free, and wouldn't that be awesome? And it was all about equalizing, leveling the playing field through open internet content and community. Now, the research has come out, and I've been working with a colleague at MIT on this, Justin Reich, that really across a wide range of studies are showing that like it's good, like having free open stuff on the internet is beneficial to people from all walks of life. But what happens is that the people who already have connections to higher education, who are very tech savvy, who can stream video into their household, they're taking advantage of these opportunities at higher rates than less advantaged people. So it's like, yes, everybody benefits, but what's happening is a rich gets richer scenario, even when it's free. So even like Wikipedia or, all of the awesome free internet stuff, it gives superpowers to people who are already really tech savvy and educated. So it's ironically, the stuff that was supposed to benefit the less advantaged is creating more inequality. We're seeing similar things with like the gig economy and Uber and Airbnb, which was about giving more economic power to people who don't have those institutional resources that, in fact, Airbnb is kind of racist, and, that the way lower income people participate with something like Uber is very different, as Uber drivers is very different from wealthier people. So wealthier people, it's a side hustle. It just augments their existing capital. But for poor people who are trying to really make a living off of this, it's actually really challenging, and they have no rights. And it's a lot of the kind of progressive dimensions of these open peer-to-peer platforms. The research is showing that unless you actually have policies and supports and specific infrastructures that are meant to serve lower income, less advantaged people, that they will contribute to inequality, not solve it. And I think we need a lot more research on that, and not only research that describes the problem. Like, we're still at the point of describing the problem. Justin and I just released a report about some of these dynamics around educational technology and equity. And, this is a community that they're in it because they want to address inequality, right? Educators and people building educational technologies, they're not there to, make tons of money and exploit the masses. They want to help, kids from diverse backgrounds. So that to us was low-hanging fruit. It's like, if we can't convince a group of progressive technology makers that these issues are real and need to be addressed, then we're not going to convince anybody. So we started there, and it's actually been really great because we're building a coalition that includes the people who build the technology, the social researchers, the educators, to really not just complain about the problem, but really see how we can do better and what are the concrete ways
that we can build technologies that really serve the less advantaged people in society. So I think those kinds of things, it's like, how can we take the research, how can we bring it to translate it, bring it to practice in ways that actually address some of those problems. Unless we have all of those pieces of the ecosystem, I don't think we can really even begin to understand, much less address some of the power dynamics that are in play. So I'll end there. And I know you might have some questions for me, but I actually have questions for you too. Which is, whether, like, from where you stand. So in the U.S., we're very much in this moment of like, oh my God, the sky is falling down. The world has officially come to an end. And those of us who are optimistic about technology are feeling very, very humble. I'm curious how it looks from your point of view. I mean, do you feel like, these peer-to-peer technologies, social media and stuff, does it feel like it's kind of a bad thing? Does it feel like there's still hope? Do you feel, I'm just curious, like especially in relation to some of these issues of power and politics and opportunity. So I'll end there. Thank you so much, Mimi. Thank you. So, students, that's your time. So we can ask questions? Non. C'est toi, tu dois répondre à ça. Tu dois lui répondre à sa question. Sinon, je pose. Oui, je réponds. I think it's a kind of different in the US and in France because in education we are not used to play with digital tools and going to platforms, all these kind of things. I think it's still something that some curious person goes to and things like that. And for the power you talk about the political things. I think in France is different because we are more how to say that there is already Google, Amazon, and all these big GAFA, and we are kind of scared of that. And in France they try to protect themselves from these giants. I don't really feel it, like, politically speaking. Maybe just to add something, I think that the key point in France is that the European Union is trying to add some legal context and to adapt all the legal context in the European Union to deal with privacy issue, tax issue, and I think that the response, the answer to this question of power, that I think is the key point for all this thing is in Europe is to see some political and legal discussion emerge to trying to keep all these activities in the field of law, and that's a very political answer. I think that's not very user-centered answer or citizen movement or something like that. It came from the political actors, and in the European Union and in France, we are trying to make Amazon paying his tax in France and making Apple paying his tax in the European Union, and that's the first step, I think, to reinsure the power of states in all these activities. And I'll let students
ask the question. So first, thank you for your time and this talk. And we would have some questions for you. So first, in the United States and France, public institutions are partnering with private companies such as Google and Microsoft to provide access to technology. And by entrusting a part of youth education to private interest, isn't there a risk of heading towards what we could call a Googlification of the classroom, which would prevent students from thinking critically about the tools they're using? Yeah, that's a great question. I mean, again, I think that the devil is in the details of a lot of this. So we are, both in terms of the agreements that are in place with the corporations, but also the political context in which these things are being negotiated. So I think it's, on one hand, a little bit too simplistic to assume that corporations are going to be worse than our politicians, right? So there's politics and politicians, it's who do you trust? It's sort of the question of who do you trust? And that's a complicated question that has to do with the particular, government and regime and national context. And, one really interesting example, several years ago was that, there was this big effort called In Bloom that was funded by the Gates Foundation, but that was also being rolled out through school districts that had to do with building a student data infrastructure that was supposed to make things a lot easier for teachers and so on to track students across contexts. And it was very interesting because eventually parents were so disturbed about the privacy implications that the whole project was scrapped. But the reasons for it was that, and this may be a particular U.S. thing, that parents didn't trust the state. They would trust Facebook with their data, student data, more than they would trust their school districts, because their school districts have power over their children. Facebook doesn't. I mean, Facebook can sell you stuff and put bad information in front of you, but they don't decide what college your kid goes to or whether they get expelled from school. So the idea that, districts and the state was getting together and going to have access to, a lot of information about your child, that was something that parents were not okay with, which I think is very interesting, that people are not as uninformed as you think about some of these issues, and that, a lot of people say, well, you don't want big corporations to own all the data or have access to your kids, but people also understand that the risks of commercialization tend to have to do with their consumer lives, not their access to power and opportunity in quite the same ways. So there's some, context where there's a lack of trust in how do you want the government, you trust Google for something more than you trust your government. And I think that's a very interesting question, and that in some contexts, we had a political turnover here in the U.S. where certain groups really don't trust the government right now, and they probably trust, at least the progressive intents of a lot of tech companies more than, they may trust Bill Gates more than they trust Donald Trump, right? So there's sort of it's very interesting, and I don't think there's a single answer to it, because a lot of these companies are wielding as much power as governments now, and they're governed in very different ways. So if you feel like there's a crisis in democracy and, an illegitimate ruler in power, then, maybe you would pick somebody who has gained power because they're an incredibly shrewd and brutal business person. I mean, you're faced with these very difficult choices, and who represents your values. And then in the schooling context, and then these things change, right? So you can't
you build an agreement and you say, okay, we're going to use Google for education in all our classes, and then you don't know whether their policies are going to change. We don't have control over how Facebook handles, privacy and so on. Our ability to influence a lot of these actors is very challenging. So I think it's kind of an era where like influencing corporations and their policies is kind of a continuum with influencing our political representatives through a democratic process. And we're still in the early phases of understanding who, consumers or citizens can hold accountable to certain things. So I personally do not automatically assume that having commercial companies, being involved in public infrastructures like schools, I don't assume that it's automatically a bad thing, but I do think we need to ask a lot of really hard questions about decision making and accountability when these things happen. Thank you very much. So there was a second question about someone in your group. They wonder, since you talk about a lot of non-dominant groups and less privileged people in the US, they wonder in developing countries, because you have internet penetration that is very low and it costs a lot. And they wonder that you talk a lot about one person that is able to increase his competence. Abilities and things like that, that in this kind of countries, is it possible for a group of people, not just one person, to, with this participatory culture, to bring something good, like economically speaking, socially? Yeah, so I'm certainly not an expert at, in contexts that are outside the US and Japan, so my own viewpoint is pretty limited. But I do remember, when I was doing a lot of work, in 10, 15 years ago around the first big wave of mobile adoption in Japan and other parts of the world, and it was very interesting for me to hear from scholars who were doing work in developing countries about mobile phone adoption when I was doing work among, teenage girls in Tokyo who were sort of the leading edge of a lot of, texting, mobile internet. And, what was very eye-opening was that in the context of developing countries, because it's sort of this leapfrogging conversation, because they were in an environment where a lot of times mobile phone connectivity was the first time they had, communication capacity at all in these contexts. So it was absolutely life-changing for, one of my colleagues did a study of, workers like plumbers and contractors and folks who did sort of contract labor, and like their ability to just have a phone so they can coordinate these things, it changed everything in their lives. And, one of my collaborators, Heather Horst, was doing work in Jamaica about how, the ability to send micropayments through phone, like these are life-changing things. Whereas, when I was doing work in Tokyo, it's like, it's about social coordination and about sharing photos and all this fun stuff. And it obviously had a big impact on teens' lives because teens didn't have a lot of ability to have private communication. So it was life-changing for teens, but not necessarily for everybody else, right? So I think in some, especially on the education front, I have colleagues who have been doing experiments with like simple educational programs using text messaging and things like that. And the ability to make a difference in people's lives in those contexts seems
so much more interesting than some of the conversations we've been having in our more developed and high-tech context about how these technologies can make a difference. So. Thank you. I had a third question for you. Mm-hmm. Your work focuses on how the internet and digital media are impacting youth. And I would like to ask you, have there been any similar research following youth through their post-secondary years to see how participation evolves with ages? If so, what are the key points? Thank you. So is the question about across different contexts or just as youth grow up? Do you mean in different countries or? Yes, I think the two things, the two points, yes. Okay. It's about the 2 points. About in time, like. Yes. Okay. Yeah, no, I think one of the questions that has really been always a central problem, or one of the things that we like to analyze in our work is whether some of what we're seeing is it a cohort or a life stage effect that somehow, like, is it because, like you're of a generation who grew up with, say, Facebook, versus like I'm of a generation that grew up with television. Like, is it a cohort that somehow that moment in time is imprinted on you as a generation? Or is it that, there's something that is more just like teenagers may happen to adopt these things quickly, but it's not really about being a teenager, a particular generation, that it's a more general thing. And, I think there's often a tendency, which I try to argue against a lot, in thinking of teens as somehow weirdly social or self-conscious or, irrational. And when you really look carefully at teen culture, a lot of the choices around technology and communication have to do with the fact that teens are basically in industrialized or in post-industrial countries, they're basically adults that don't have access to power and space in the way that adults do. So a lot of why you see this kind of focus on peer culture and resistance and media that kind of pushes back at things has to do with the fact that, we've basically created this life stage where, you're functionally as smart and capable as any grown-up, but you don't own your own home, or you can't live with your boyfriend, or, there's things like that happen in that life stage. So I'll give an example, like, teens, when text messaging took off in Japan, teens were definitely the first wave and adopted faster and at greater intensity than any other age group. And when we analyzed it, it was clear that a lot of the reasons for at least the volume of text messaging had to do with the fact that teens didn't really have places where they could have private communication together. So they were in school where you're physically together, but you're always under surveillance, right? Like, you don't want to talk about your private life in school where your teachers and peers can overhear you. And at home, you're not physically in the same space, especially in like Tokyo, where young people don't really have private space at home either. So text was unbelievable because it was the first time that teenagers could have private communication whenever they wanted with the people that they really felt connected with. And so it's not really surprising that teens took to text messaging with a lot of intensity. But then a lot of adults looked at that and said, oh, it's just because teenagers are oversharey and they care about their peers more. And it's like, no, if you couldn't have private conversation with your husband or wife or best friend, you would be texting too. It's just like, you have an office, you have a car, whatever, you have the ability to have private communication. You control the phone in your home.
And then, sure enough, when teens grow up and they start living with their girlfriend or boyfriend, the volume of text messaging goes way down, right? It's not that they're not texting them, but they don't have to rely on text for that intimate bonding because they're sharing physical space together. So that's just an example where, and then, 10 years later, everybody's texting. Like when texting first started in Tokyo, I don't know what it was like in France, but it was considered sort of a teenage girl thing. So if you were a middle-aged guy texting, it was kind of creepy. Like, but now it's totally fine, right? So that's an example where it was like there was this historic moment that it had an association with teen culture, but the underlying behavior that teens were exhibiting is exactly the same as every other human on the planet. And the fact that text messaging became something that, it's just people like lightweight private communication with intimates. That's a human thing. It's not a teenager thing. It's a human thing. Now, there are other things that, I think, around tastes, about music, about visual culture, things like that, that are very generational and specific. And people have a lot of nostalgia about specific kinds of technologies and media that are associated with their generation. But that's very different than something like text messaging or social networking, which is a fundamental human driver. Like people want to be connected with the people they feel close to. And because teenagers were the first to adopt it, doesn't mean that everybody else doesn't have those fundamental behavioral drivers. I thank you. So we have another question from students. So you were critical of how the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 keeps teens under the age of 13 off major social media sites, creating an adverse effect where parents teach their children to lie about their age. And in 2011, Facebook's CEO expressed a similar criticism. And the question is, what improvements have you seen since then, if any, and what has research been able to contribute in that era? Yeah, no, that's a really good question. I think I don't see a lot of positive developments. And in fact, like I know the EU is debating a lot of changes right now around teens and online freedoms, digital rights, which I think, I'm not in the middle of those debates, but it seems incredibly problematic, or there's a risk at repeating a lot of the problems that have happened in the U.S. So I think the fundamental problem is not the intent of the legislation, but how it's being implemented, right? So we absolutely need to foster a positive internet for kids. Like it's imperative that is a public, a powerful public agenda. We've seen the negative outcomes of toxic internet culture. Like it's just really bad. It's a crisis, right? That we don't have a positive vision for internet culture that we are socializing young people into. So in an era where most of people's access to media, to news, to content is happening through network media, and schools don't engage with any of that. So how are kids learning to be positive digital citizens? Like, so that fundamental question where you don't want like a purely commercial internet driving everything, like especially for young children, like that, the shared intention is very good. Now, the problem is that with COPPA and a lot of the other ways it's implemented is not about creating positive online communities and contexts that foster literacy and positive participation, but it's about saying, oh, let's just make the parents surveil their kids. And that somehow if you get parental permission, the companies can do anything. So that the COPPA was essentially legislation designed to prevent companies
from marketing to children. So it was a very kind of old-fashioned model of like old media and, you know, selling to little victims. And it wasn't about a participatory culture, which is, you know, building contexts where, you know, kids might actually develop the capacity to participate and make positive contributions. So, you know, what COPA does is basically like, as long as you get parental permission, kids can participate in online sites. They assume that parents know what their kids are doing on the internet, which they don't. They assume that they know what's happening in gamer culture, which most parents don't. And they've totally ceded the actual regulation of online harassment, of trolling, all of these things to the companies. And so the emphasis of saying like, okay, if we just keep kids off the internet, they'll be okay, does not build any capacity for, you know, educators and kids and parents to come together to make a positive internet. So I think the whole mindset of the regulation, which is about controlling and monitoring access, is, you know, fundamentally misplaced. You know, what I think would be a more important and positive emphasis, which I think the recent political developments in the U.S. have been leading towards, is more, you know, how can you have positive ways to validate content, to filter content, so it's not just about delivering to people what they most click on. Like maybe there's other algorithms for how, you know, and maybe there are some, and then how do you actually incentivize companies to create positive spaces for kids? So, you know, I had this experience where we started what was initially a for-profit startup to deliver positive online learning experiences for kids under the age of 13. So we had to go through all the COPA compliance stuff, which is a huge disincentive for any commercial company, because you basically can't succeed as a business if you are serving kids under 13. I mean, there's like one company that is succeeding that is more in the education space, because there's just huge disincentives. But what they don't do is there's no regulatory context for ensuring that what we actually do is positive for kids. So we started as a for-profit. If you're a nonprofit, you're not subject to the same things. So we eventually converted to a nonprofit. But what I learned from several years of being a for-profit in the kids internet services space is that, you know, there's no way you're going to attract truly, you know, you get do-gooders like me, but there's no incentive to build a positive internet, commercial internet for kids. There's just no commercial incentive, and COPA is kind of the nail in the coffin for companies, because basically then, you know, the Facebooks, although they're now talking about building something specific for younger kids, you know, they just say, we're just not going to do anything for kids under 13 because the regulatory context is just horrendous. If the EU decides that that's 16, oh my God, you know, that's going to make it even harder for people to have a positive agenda around younger kids on the internet. So basically your choices are either you struggle to succeed with a lot more regulation than companies that are serving older people, or you basically pretend you're not serving young kids and everybody lies. So those are the choices, and they're both bad choices for somebody who's trying to start a business. And I think we should be absolutely rewarding entrepreneurs who want to serve kids on the internet, and we don't. So I don't have anything positive to say about this, I suppose. I just think it's a problem. And I hope the EU doesn't make things a lot worse, but we'll see. So I am going to have to run pretty soon, but, you know, maybe one last question if you have one. No, that will be all. Oh, okay. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you.
was a lot of fun connecting with you all. Thank you. Thank you. We are following up with Hervé, which will explain us the project of this book and his interest for your work. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Bye. Mimi. Alors Hervé est Vous me voyez très invisible, bien. mais bien là. En tout cas, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfaitement. Bon, c'était intéressant et intense. Hein. Oui, je trouve que juste une petite remarque et après je laisse la parole aux étudiantes. Je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point l'élection de Trump remet en cause quand même beaucoup d'éléments de l'analyse qui est dans le bouquin, en tout cas de leur point de vue, quoi. Enfin, de son point de vue. Oui, Dana Boyd, pareil, a énormément changé. Elle est beaucoup moins positive. Effectivement, ils essayent, si vous avez pu lire C'est compliqué de Dana Boyd, elle a une vision très positive des médias sociaux. Elle est en train d'écrire des choses radicalement différentes sur justement comment un très petit nombre de personnes peuvent manipuler un système entier tel qu'il a été construit. En fait, dans son analyse positive antérieure, elle analyse des relations vues du point de vue des adolescents qui étaient de facto des primo-adopteurs, hein, des premiers utilisateurs de Facebook ou avant même de MySpace. Aujourd'hui, c'est presque devenu obligatoire si t'as pas, s'il n'a pas soit Facebook, soit Instagram, parce que quand même, c'est Instagram qui est en train de prendre le lead chez les ados, n'existe plus. D'où le fait que l'incentive, c'est intéressant ce qu'elle a dit à la fin sur si on veut que des entreprises fassent quelque chose de sain pour les enfants, de safe, il va falloir qu'ils aient quelque chose à y gagner. Et pour ça, il y a deux règles. Avoir une forte régulation, alors très forte sur les jeunes, mais aussi empêcher que les jeunes soient sur les médias sociaux qui vivent de l'économie numérique, c'est-à-dire qui vivent de la captation de l'attention, en fait. Et le deuxième élément, c'est qu'il va falloir leur trouver des contrats, des marchés, enfin des choses qui vont les inciter à mettre en place un Safe Internet for Kids. Et alors, si vous avez remarqué, je pense que les étudiants, j'en ai vu qui ont rigolé à ce moment-là, quand elle a parlé qu'en fait, le contraire était maintenant de dire, il va falloir empêcher l'utilisation de tous ces outils avant 16 ans dans les écoles. C'est exactement le débat qu'on a en France. L'interdiction des téléphones portables et tout ça. Est-ce que c'est un bon moyen d'apprendre aux gens? C'était la véritable question qu'elle posait à la fin. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux jeunes à avoir le recul nécessaire, à avoir les comportements humains adaptés au monde numérique si on leur interdit l'usage des outils? Je suis tout à fait étonné quand même de la rapidité du retournement de l'analyse et de la perception. Je veux dire, on pourrait avoir par rapport à justement l'élection de Trump, se dire que finalement c'est quand même des outils qui permettent de créer une forme alors pas de contre-culture, mais un peu d'espace je sais pas. Revenir un peu à l'utilisation de ces outils comme elle a été perçue dans les années 80 ou 90, comme vraiment, c'est présenté dans le bouquin, un vivier d'émergence d'une contre-culture, quoi. Oui, ça a duré beaucoup plus que les années 90. Les exemples qu'elle prend, par exemple, sur les Dreamers, je ne sais pas si les étudiants, vous avez vu le passage sur les Dreamers, donc c'est les jeunes qui sont nés aux États-Unis ou qui n'ont pas de papier, mais qui de facto ne peuvent pas vivre ailleurs, n'ont jamais vécu ailleurs qu'aux États-Unis, ils sont arrivés très très jeunes. Et donc ceux-là, il y avait une loi de Obama qui visait à les protéger, qui a été obtenue grâce à la mobilisation des jeunes. Donc tout ce passage, alors que justement on voulait les expulser les enfants, etc., il y a eu toute une mobilisation qui est partie des lycées, notamment tous les lycées de Californie, et qui a utilisé l'Internet comme outil de coordination, mais pas comme outil pour créer une nouvelle culture. Donc je pense dans leur
dans leur approche de la culture participative, il y a en fait participation qui est au centre. Plus que outil de construction culturelle, c'est comment les gens interagissent et s'en servent pour développer une culture plus générale à l'échelle du monde. Et ce passage sur les Dreamers, je le trouve absolument passionnant parce qu'il est optimiste et que de facto, ils sont pessimistes aujourd'hui sur ce qui en est sorti. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans leur étude, ils ont fait les Dreamers d'un côté, donc ils ont été voir les gens et tout ça, mais ils ont fait aussi les jeunes libertariens, ceux qui ont élu Trump. Hein. Et donc comment, eux, en France, on dirait comment la fachosphère agit beaucoup sur Internet, parce que malheureusement en France, on n'a pas d'équivalent de mouvements sociaux qui utilisent vraiment l'Internet comme outil de coordination, comme moyen d'action, etc. Un petit peu les mouvements des communs, mais bon. Mais on a surtout, on voit très très bien le développement d'une fachosphère. Ça, donc voilà, mais c'est l'usage de l'outil. Donc comment est-ce qu'on va apprendre en fait à utiliser l'outil? Après, je crois qu'aux États-Unis, ils sont tous pessimistes. Et peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. Mais ça n'a pas à voir avec... Pour une question optimiste et positive. Oh, c'est en français cette fois, vous pouvez y aller. Hein. Nous, on avait une petite question. Vous nous entendez? Ouais, je vous écoute, tout va bien. Je suis désolé, la caméra... Du coup, on se demandait un petit peu comment vous avez justement décidé de traduire ce livre, enfin un peu le projet éditorial autour de ce livre. Enfin, quels étaient les choix? Est-ce que c'était engagé de votre part ou pas? Alors, en fait, il y a un projet éditorial plus général, vous avez pu voir CF Éditions, qui est de regarder un peu les sociétés du numérique et donc de publier un certain nombre de travaux qui essayent de... Ce qu'on a globalement, c'est soit des ouvrages marketing, sur comment est-ce qu'il va falloir s'y prendre pour mieux se vendre sur Internet, soit on a des ouvrages de critique, genre Eric Sadin, qui disent il faut pas y aller, tout ça c'est un monde qui nous déshumanise, etc., etc. Mais entre les deux, je pense qu'il y a la place pour une réflexion critique au sens universitaire, c'est-à-dire regarder le monde de l'Internet tel qu'il est et voir comment est-ce qu'on peut l'évoluer, le faire évoluer, le faire changer, etc. à partir de ce qu'il est. Donc ça, c'est notre projet éditorial global depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé, moi j'ai lu le livre de Dana Boyd, c'est compliqué. Ces articles, moi je la suis depuis longtemps sur Internet, et donc quand il est paru, j'ai eu envie de traduire, donc on a traduit le livre de Dana Boyd, et ce faisant, on nous a proposé celui-là avant même qu'il paraisse. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect discussion scientifique. C'est-à-dire, c'est pas un livre qui a un message tout prêt à délivrer. C'est des gens qui sont globalement d'accord entre eux, qui sont dans la même sphère, mais qui de facto réfléchissent, s'argumentent l'un l'autre comme le font des chercheurs en général quand ils sont ensemble. Ils partagent un cadre global, puis après ils argumentent l'un l'autre. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme première approche. Et puis, je pense que le contenu, c'est l'idée de la culture participative. Pour moi, c'est très important parce que c'est antérieur. Hein. Vu mon âge, vous voyez pas sur la photo, mais bon, moi j'ai créé des fanzines, j'ai créé des trucs comme ça, bien avant Internet. Et donc, on avait des logiques de créer des journaux de contre-information locale. On avait des logiques de... Bon, je suis un lecteur de science-fiction, donc là aussi la place du fandom, c'est-à-dire comment qu'on retrouve aujourd'hui cette logique du fandom sur Wattpad, par exemple. Je pense que vous êtes sur Wattpad, en tout cas vous connaissez suffisamment, et on voit bien cette émergence non pas d'une écriture collective, mais d'une réflexion collective autour de l'écriture de certains. Et ça, je trouve que ça apparaît bien dans le bouquin, et ça me semble important à souligner,
qu'avec les nouveaux moyens technologiques, de réseau, de mondialisation dont on dispose, ces approches-là de culture participative antérieure ne disparaissent pas, mais au contraire ont des nouvelles opportunités, sauf si on n'arrive pas à s'en servir. Question précédente. Voilà, donc je pense que c'est un bon bouquin parce qu'il remplit un espèce de vide de la pensée dans le pays, en tout cas, à traduire. C'est compliqué, ça, du point de vue éditorial, si vous êtes dans les bibliothèques, c'est cher de traduire. Ça coûte très cher. Donc, et puis ça prend du temps. C'est-à-dire on a le délai entre la rédaction du livre et la publication dans la langue originale, plus la traduction et la publication dans la langue traduite. Donc forcément, il y a un décalage temporel. Bon. Après, je me méfie aussi de cette idée que Internet changerait tout le temps et qu'il n'y a pas des fondamentaux qui se créent et qui changent, mais qui changent pas au rythme de 1 an, 2 ans. Il y a des feelings qui changent. Comme on soulignait tout à l'heure, l'élection de Trump aux États-Unis, c'est un gros coup de massue. Hein. Bon, pas seulement aux États-Unis, mais enfin bon, pour eux là-bas, c'est un gros coup de massue, quoi. Et donc ça change à court terme et rapidement les choses. Maintenant, comment dire, il y a quand même des choses qui vont perdurer. Avant. L'évolution de Google de Don't Do Evil à l'attitude actuelle qui sont number one dans le monde et qu'il faut tout et n'importe quoi pour le rester, cette évolution, elle ne date pas de l'élection de Trump, quoi. Elle s'est fait pas à pas, grignotage par grignotage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais au début, tous les gauchistes français disaient « Ouais, on va tous être avec Google parce qu'il n'y a pas de pub ». Parce qu'ils sont contre les systèmes Yahoo ou AltaVista qu'il y avait auparavant, qui étaient bourrés de pubs, et Google, c'est notre copain. Voilà. Merci. Du coup, on pose la question. Si vous avez une autre question. Oui. Je voudrais poser une question. Votre maison d'édition est particulièrement spécialisée en marketing, société numérique et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous militez pour ces domaines-là? Pas de marketing, hein. Société numérique, mais justement du point de vue culturel, du point de vue de ce que ça change dans l'appréhension que les individus ont du monde dans lequel ils vivent. C'est qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Je pense que c'est une conscience ancienne. Moi, je démarrais Internet en 93. Hein. Notre maison d'édition a été créée en 2003. Donc, c'est pas quelque chose qui est récent. De penser que le système nerveux mondial, il est passé sur Internet. Pas seulement le système économique mondial, mais le système de la pensée, le système des échanges, la mondialisation des pratiques, des usages, des cultures, des relations. Hein. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui basculées sur les réseaux numériques. Et donc le nouveau lieu dans lequel l'avenir des sociétés se joue est le cyberespace. En fait, nous avons les pieds sur terre et la tête dans le cyberespace. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. La Terre, vous savez qu'elle va mal. Hein. Il y a le changement climatique, il y a les destructions écologiques. Elle fait qu'à partir du mois d'août, on épuise ses réserves parce que on est au-delà du renouvellement. Bon, il y a les risques de guerre. N'oubliez jamais les risques de guerre qui sont vraiment quelque chose d'important. Bon. Voilà, ça c'est les pieds sur terre. Comment on va changer ça? Il y a eu un mythe qui est le simple fait d'être dans Internet va le faire changer. Voilà, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace de 97 qui disait chez nous il n'y a pas de frontières, on est tous libres, nous sommes immatériels, nous allons plus loin, nous échangeons la connaissance, nous partageons. C'est pas vrai. Voilà, on voit très bien l'histoire a montré que c'était pas vrai. Mais c'était un mythe qui a été très fort. Cette idée que, en fait, c'est par le biais des réseaux numériques qu'on allait résoudre un certain nombre de personnes. Donc, dans Mimito, dans toute son intervention, ça a été on va résoudre la question des inégalités
notamment des inégalités face au savoir, à la connaissance, en donnant accès à tout le monde, à l'échelle du monde entier, aux savoirs et aux connaissances qui sont engrangés dans l'Internet maintenant, dans les systèmes-là. Et elle dit, mais non, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, cette utopie d'Internet n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que Internet n'est pas actionnable, mobilisable pour reconstruire des utopies d'un monde meilleur. Mais ça ne viendra pas à partir de la technologie, ça viendra à partir des usages sociaux qui seront faits de la technologie, d'une part, et la prise de conscience que, en elle-même, cette technologie, lâchée, disons, sur sa propre lancée, a des failles très importantes. Comme elle dit, c'est toujours la société qui gagne. C'est-à-dire, c'est pas la technologie qui va changer la société, c'est la société qui va changer la technologie. J'ai beaucoup aimé ce passage-là qu'elle a dit au tout début, c'est-à-dire les inégalités qui existent dans la société se retrouvent comme des inégalités dans le monde technologique. Et peut-être donc, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, nos inégalités qu'il y a dans nos pieds sur terre, qui sont massives, voilà, qui s'accroissent, contrairement à un mythe là aussi qu'il y a eu au début des années 2000, qu'on allait restreindre les inégalités, c'était les fameux objectifs du millénaire pour le développement. La réalité, non, c'est que ça s'est aggravé. Donc, ces inégalités-là se répercutent sur Internet. Dans le livre Mimi Ito, entre nous, Mimi Ito, dans le livre, c'est celle qui dit les choses les plus percutantes. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Enfin, moi, je connaissais bien Danah Boyd puisque je l'ai traduit, donc pour moi, c'était un peu répétitif. Et Henry Jenkins, c'était un peu, là aussi, son livre sur la culture de la convergence. Donc, les rapports au fandom existaient déjà avant. Et Mimi Ito est celle qui est la plus percutante sur la question des opportunités. C'est de dire, il suffit pas de donner des connaissances aux gens. Il faut leur donner des opportunités de se placer, de trouver leur place dans le monde, de se coordonner, de faire des communautés, enfin, tous ces éléments qui forment les individus. Et ce qu'elle vient de nous répéter va dans le même sens. Je suis pas aussi pessimiste que Benoît, je ne l'ai pas vraiment vu comme quelque chose de négatif. Hein. Je pense qu'elle dit, voilà, il faut qu'on prenne en compte qu'on n'est plus dans l'ordre de l'utopie numérique. Voilà. Et perdre les utopies, c'est pas forcément être négatif, c'est peut-être justement garder la réalité en face et donc se donner les moyens de la changer. Pour reprendre le titre d'un excellent ouvrage d'ailleurs, il me semble. Oui, aux sources de l'utopie numérique, qui justement montre bien que dès le début, il y a eu une utopie qui a été construite en même temps que la technologie. Là aussi, c'est important qu'on essaie de penser que que globalement, il n'y a pas une histoire technique de l'Internet ou une histoire technique du numérique et de l'informatique qui aurait changé le monde. Dans mes cours, j'utilise souvent la présentation par Steve Jobs de l'iPhone. Vous pouvez regarder, elle est sur YouTube partout. Et dans cette présentation, il dit c'est rare que quelqu'un change le monde. Et moi, j'ai eu la chance de le faire 3 fois. D'abord en créant le Macintosh, puis le iPod, puis le iPhone. Enfin bon, je résume en quelques secondes, mais la vidéo est très... je la trouve vraiment fabuleuse. Et donc, il dit, voilà, j'ai changé le monde par la technique. Or, ce que montre le livre de Fred Turner, c'est que c'est le discours sur la technique plus la technique, donc ce qu'on appelle la technologie en fait, le mélange discours plus objet technique, qui lui change réellement le monde. Et il change réellement le monde parce que le discours a été utopique, qu'on y a cru, mais que en fait les propres acteurs de ce discours utopique sont devenus ceux qui l'ont renversé comme une crêpe. D'où l'exemple de Stewart Brand, qui était l'acteur qui disait dès le début, oui, la technique va venir des hippies, hein, we owe it all to the hippies, et donc va être peace and love, et puis c'est lui qui est devenu le propagandiste d'un Internet hyper commercial, hein, d'un mode réseau hyper commercial avec la création de Wired derrière. On a la même chose dans la période suivante, qui est le Google, donc ce que je disais tout à l'heure. Olivier Herscheid, dans son livre, retrouve le premier texte de Google où il dit, voilà,
un moteur de recherche ne peut pas avoir de la publicité parce que sinon, forcément, en ayant de la publicité, il va truquer les recherches pour valoriser sa publicité. Et ça, c'est Sergey Brin qui dit ça. Bon, voilà, c'est les mêmes qui maintenant sont la première agence publicitaire du monde. Donc, comment en fait les choses peuvent se retourner? Malheureusement, je crois que c'est pas propre aux technologies. Hein. C'est la plupart des gens qui ont de belles idées, s'il n'y a pas de la régulation derrière. J'ai beaucoup aimé le passage où Mimi Ito tout à l'heure insistait sur cette notion de régulation comme moyen de mettre les cartes sur table, de construire la démocratie, quoi. Mais si c'est pas régulé, les meilleures idées du monde deviennent souvent leur contraire. Donc les utopies se transforment en dystopies. Ça vous a enchaîné sur une question intelligente. Ça vous a plu, Mimito? C'était quoi? Si ça nous a plu. Oui, moi je dirais oui. Oui, mais moi j'ai bien aimé le fait justement que vous avez souligné le discours scientifique. Je trouvais ça très intéressant justement. Je trouvais que ça pouvait aussi être un livre qui touchait plus de monde que des chercheurs, ce genre de choses. Ça pouvait aussi toucher des curieux et ce genre de personnes. Ça, c'est un peu le principe de notre maison d'édition. On dit qu'on s'adresse à un grand public averti. On n'est pas grand public comme ça in abstracto, mais on s'adresse à des gens qui se posent des questions, qui s'intéressent, qui vont chercher à aller plus loin. Et souvent, on a des chercheurs, mais quand ils nous proposent des livres, on leur dit oui, d'accord, mais il faut réécrire de manière à ce que ça s'adresse à un véritable public. Et ça, c'est un travail d'éditeur. Hein. J'espère que parmi vous, il y en a un certain nombre qui tiendront dans les métiers d'édition. Hein. Donc voilà, que ce soit l'édition numérique ou l'édition imprimée, c'est pareil. Hein. Et c'est en fait ça, chacun écrit pour un lecteur imaginaire. Il s'imagine son lecteur. Et les chercheurs, les gens de l'université, ont comme lecteur leurs pairs qui vont les juger. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner un diplôme. Vous êtes diplôme mémoire, ok. Mais après, ce sera la thèse, c'est pareil, on va vous juger. Puis la HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches, on va vous juger. C'est toujours, vous faites une publication, il y a des reviewers qui vont vous juger. Ce qui fait que de facto, vous n'osez plus vous adresser avec votre cœur, votre âme et ce que vous pensez. Vous vous adressez avec des règles de plus en plus précises, limitées, avec des formules qui euphémisent vos idées. Hein, c'est cette fameuse distinction entre la description et la prescription, comme si on pouvait décrire si on n'a pas une idée de ce qu'on veut derrière. C'est pas possible, c'est pas sérieux, enfin surtout en sciences humaines. Donc il y a toujours un mélange des deux, mais on se donne des garde-fous, des barrières, et ça rend les textes scientifiques, je sais pas si vous regardez les revues scientifiques, c'est à peu près illisible, quoi. Des fois il y a une idée intéressante, une expérience intéressante, des choses à en retirer, mais c'est du point de vue de la lisibilité, c'est pas comme ça que voilà. Par contre, ça donne une place, un statut, une relation, des citations, enfin bon, tout ce qui est le fonctionnement interne de la communauté scientifique qui n'est pas le même. Et donc nous on essaie de faire une maison d'édition qui va prendre le sucre et le miel dans la communauté scientifique, mais qui va l'écrire d'une autre manière en se libérant de cette pesanteur interne. Mais si on regarde très souvent les livres politiques, par exemple, sont pareils, ils sont écrits par des gens pour leurs collègues, ils se donnent des garde-fous, ils mettent des contre-phrases, etc., parce qu'ils s'adressent en fait, leur lecteur imaginaire d'un petit milieu, et puis il faut faire un véritable travail d'édition pour que ça soit rendu accessible au grand public. Je pense que le travail que fait la découverte, par exemple les éditions de la découverte, et ça, ils prennent des gens de milieux politiques avec des idées, des expériences souvent collectives, mais qui écrivent en fonction de leurs habituels collègues, et qui vont le transformer en des livres beaucoup plus accessibles et ouverts au grand public. Du coup, moi, si je peux juste rebondir là-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que c'est
si on relie ça un peu à l'ouvrage dont on a parlé en première partie, il y a quand même à un moment ou à un autre un questionnement autour de la légitimité de qui parle. Et c'est abordé dans la question des cultures participatives. Et c'est un enjeu clé de la publication académique, avec des légitimités qui se construisent ailleurs, enfin, il me semble qu'ils jusqu'à présent se construisaient ailleurs et qui étaient, on va dire, validées ou en tout cas reconnues par un système éditorial ou un dispositif éditorial. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène qui s'est un peu du tout dans une forme de participation dans laquelle la légitimité est quand même basée sur d'autres éléments, alors que j'ai du mal à saisir, mais il me semble qu'on n'a plus en tout cas cette fonction de légitimation que pouvaient avoir les acteurs de l'édition quand même jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que si on regarde bien dans le livre Culture participative, il y a toujours un discours qui est un discours d'intellectuel, qui est appuyé sur des citations et des exemples extraits de leur travail scientifique. Et donc, je distingue intellectuel de scientifique au sens français, typiquement. C'est-à-dire que sont nos grands intellectuels devenus, c'était des chercheurs capables d'avoir beaucoup de connaissances, de regarder des choses pointues, etc., mais qui utilisaient ces savoirs pour dire des choses à la société. De Zola à Sartre, voilà, à Foucault, etc. On a là toute une série de personnes qui étaient capables de participer au monde scientifique et donc d'avoir des articles reconnus, cités, etc., mais qui se servaient de leur savoir accumulé dans des domaines expérimentaux ou dans des domaines de recherche limités pour parler au reste de la société à partir de ce point de vue-là. Or aujourd'hui, on a un problème en France, mais qui existe un peu partout, c'est justement on n'a plus cette capacité des chercheurs d'université à dire je sors de mon rôle de chercheur d'université, je deviens un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui s'adresse à la société. Et ce qui est bien dans leurs livres, c'est qu'ils savent s'appuyer sur des recherches très concrètes. Ils ont fait quand même il y a des rapports, il y a des articles scientifiques, il y a des enquêtes ethnographiques, enfin il y a tout ça qui est fort et qui est présent. Mais ils se disent, je m'appuie sur tout ça pour vous délivrer un discours d'intellectuel. Un discours qui va au-delà de retrouver un nouveau concept, une nouvelle formulation, etc. Mais où en est la société avec les usages de ces réseaux. Et moi, je suis très attentif à ce basculement entre la recherche et les intellectuels, enfin entre le caractère strictement universitaire et le caractère intellectuel. Et je pense que c'est un véritable enjeu pour la société parce que si les chercheurs n'osent plus sortir du micro-domaine dans lequel ils sont hyper compétents, mais que le regard, le travail qu'ils ont fait, les méthodes qu'ils ont acquises ne leur permettent pas de s'adresser plus largement à l'ensemble de la société, alors la société a un problème. C'est-à-dire, elle n'a plus que des recherches parcellaires. Elle n'a plus que des recherches bout à bout. Et ça, c'est un véritable problème pour l'avenir de la société. Donc il faut qu'on revienne à cette logique que les chercheurs doivent aussi être des intellectuels. Ils vont peut-être prendre des risques pour leur carrière, mais ils vont servir la société. Est-ce que c'est quelque chose que dans tes réseaux américains, tu as vu bouger après l'élection de Trump ? Énormément. Je ne sais pas si sur notre site, il y a 2 articles de Dana Boyd qu'on a traduits, mais au lendemain, il y en a un qui a été écrit le lendemain de l'élection en novembre et un autre juste après. Donc on les a vus très radicalement prendre des positions qui n'osaient pas dire, parce qu'on était dans la foulée, sur le rôle des médias sociaux, sur leur impact. Fred Turner, donc, qui était là en France le soir des élections, il a voté, vous tracassez pas, mais il avait voté avant. Il n'y croyait pas. Le soir même, donc il faisait une conférence à Sciences Po, puis à l'EHESS, et voilà, tout le monde était dans l'hypothèse que c'est Hillary Clinton qui a été élue. Et bon, je l'ai revu le lendemain, il était atterré, il disait mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi en fait on a arrêté de s'adresser, nous comme chercheurs, au peuple ?
Pourquoi on a laissé faire ça? Parce qu'on a laissé en fait les minorités, parce qu'il est hyper minoritaire, hein, c'est comme notre président en France. Je veux dire, c'est des gens qui sont élus globalement par 20% de la population. Choisis en tout cas, choisis par 20%. Après ils sont élus par un peu plus parce qu'on est un système biparti. Ah, c'est toi ou machin, donc qui t'élimine. Mais donc, qu'est-ce qui est devenu en fait notre société démocratique dans cette situation-là? Et il y a une remarque que je trouve très intéressante de Dana Boyd qui a été reprise récemment dans un blog. L'article qu'on avait traduit a été repris dans un blog. C'est quand elle parle des sondages. Et derrière la question du sondage, c'est la question du chiffre. C'est-à-dire comment en fait la société est en train de passer de relations interhumaines au chiffrage de toutes les relations, à l'idée que chaque relation va se traduire par un chiffre. Alors, pour un chercheur, c'est combien je suis cité, quel est mon H factor. Pour un conducteur de Uber, c'est combien j'ai fait de clients, est-ce que je suis bien noté par mes clients, quelle est la note que je vais obtenir, est-ce que je lui ai mis la bonne musique qu'il voulait avoir, enfin, tout ça. Dans l'entreprise, c'est comment tu es noté par ton supérieur avec cette pratique de vouloir éliminer les moins bien notés parce qu'ils ont une moins bonne note, peu importe que à ce moment-là, ils aient leur femme qui soit tombée malade ou leur bébé qui est à l'hôpital. Non, c'est pas grave, ils ont la moins bonne note, paf. Et ainsi de suite. Donc, on a une montée de la calculabilité des relations humaines. Et dans les sondages, on nous fait croire que la calculabilité des sondages remplace quelque part l'élection elle-même, le résultat, etc. Ce qui est créé le drame Trump aux États-Unis. Or, Dana Boyd nous explique très bien que pour que les gens disent la vérité à un sondeur, il faut qu'il partage avec lui un objectif de société. Et que si ça a marché les sondages avant, c'est parce que sondeurs comme sondés avaient l'impression de participer à créer une image de la société. Or aujourd'hui c'est pas vrai. Donc les gens mentent, racontent n'importe quoi dans les sondages. Ils sont prêts à dire, ou ils ne se prononcent pas et les sondeurs sont obligés de faire avec des approximations, etc., etc. Donc on est dans une situation où la coordination sociale est remplacée par du chiffrement et de la calculabilité. Et ça, c'est un vrai problème d'une société numérique. Parce que le numérique va renforcer tout ce qui est l'accès au calcul des relations humaines. Ce que typiquement fait Facebook. Hein. Pour Facebook, c'est pas, on dit Facebook nous connaît, nous suit, nous trace. Non, il nous réduit à des chiffres. Voilà. Alors après, on peut empêcher ça. Il y a l'exemple très concret, c'est la chute en bourse de Criteo. Criteo, c'est une entreprise c'est la plus grosse, je crois, entreprise française de l'Internet, mais personne ne la connaît parce qu'ils n'ont pas de site. Enfin, ils font du calcul sur les profils et ils apprennent à matcher les profils et les publicités. Donc c'est quelque chose qui est souterrain à l'intérieur de l'Internet. Le nouveau règlement européen, le RGPD, forcément en limitant l'usage des cookies tiers, c'est-à-dire en limitant pour cette personne, Criteo, auquel vous n'avez jamais accès, mais qui capte toutes vos données et vos conversations, ben voilà, que ça suffit. C'est que, à la limite, le journal Le Monde, quand vous connectez, capte des informations sur vous, ok. Et pas un tiers que vous ne connaissez pas, etc., qu'on vous a vendu vous-même à un tiers. Et ça montre qu'il peut y avoir de la régulation. Il faut trouver des chemins de la régulation. Et la première, ça va être d'en finir avec cette logique d'une économie du numérique qui ne serait que le sous-produit de la captation des données. Cette idée que les données personnelles seraient le nouveau pétrole, le pétrole gris, etc., il faut en finir avec ça parce que ça nous a amené une désocialisation, en fait. Oui. Alors Et vous êtes les représentantes de combien d'étudiants là? On était 7. On était 7, oui. Oui, 7. D'accord. Et vous Mais avez du coup, préparé ensemble? Oui, on a... Enfin... Mais en fait, c'est super intéressant là ce que vous disiez sur la captation des données.
et que vous parliez que c'était un peu le nouveau pétrole, parce que effectivement, dans toutes les présentations d'entreprises qu'on a pu voir, c'est exactement ça, le projet marketing et le business model se construit là-dessus, quoi. Mais du coup, comment on rend viable, en fait, enfin, parce que justement, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Comment c'était viable avant? Je sais pas, j'étais pas née. Comment vivait la presse avant? En vente directe. Vente plus publicité non ciblée. Cette idée que la publicité ciblée serait une amélioration, ça améliore pas vous, puisque ça vous transforme en cible. Avant, vous étiez un humain lecteur, vous devenez une cible, au sens marketing propre. Donc là, on a un véritable changement radical. Donc, on peut revenir à l'idée il faut payer. Ouais, tout sera pas gratuit. Ouais. Après, il faut trouver des systèmes qui permettent. On va prendre un abonnement, 2 abonnements, pas 50, parce que je sais pas quel est l'état de votre porte-monnaie, mais moi le mien il peut pas. Donc voilà, donc il va falloir qu'on trouve des systèmes avec des choses conjointes entre des abonnements qui donnent accès à tout, des parties gratuites pour juste que vous puissiez savoir si ça vaut le coup, des micro-paiements, mais qui soient vraiment des micro-paiements. On va acheter un article scientifique à 20 €, c'est pas un micro-paiement, quoi, c'est pas sérieux, c'est voilà. Bon, donc il va falloir qu'on ait réellement de la souplesse comme ça, mais bien sûr, il va falloir se dire qu'on va revenir à des modèles payants. Alors, payants par le client ou payants à la source. Puis il y a des tas de choses qui sont payées à la source. Donc, par exemple, des collectifs, on le voit apparaître en culture participative quand des gens décident de faire une collecte de fonds pour publier quelque chose. Aujourd'hui, vous avez un phénomène très intéressant, c'est autour d'un livre qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes », qui a été un grand livre de référence des féministes des années 70. Donc ça a été fait en 70 par un groupe de femmes de Boston. Ça a été réédité en 76, je crois, en France, donc traduit et adapté. Et puis il y a un groupe de femmes là qui a dit mais attendez, ce livre c'est super important, entendez tout ce qui se passe. Il faut aujourd'hui qu'on ait à nouveau un livre qui soit centré sur le corps, mais le corps d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de 76. On peut pas se contenter de répéter les mêmes choses. Par exemple, la question de l'homosexualité est devenue beaucoup plus présente et acceptée et pose des problèmes spécifiques dans la relation au corps qu'elle n'en posait en 76 où c'était un peu sous le boisseau, on n'en parlait pas. Donc voilà. Donc elles disent, on va réécrire ce livre. Alors qu'elles sont une dizaine, je crois. Elles font un budget et puis elles disent, voilà, pour le réécrire, indépendamment de l'édition, pour faire des réunions, ça, toucher un peu d'argent. En fait, quand tu regardes la somme, je crois qu'ils vont toucher 400 € chacun, donc c'est un peu dérisoire. Enfin, par rapport au travail, dérisoire pas en soi, mais par rapport au travail qui va être accompli. Et donc elles ont lancé un crowdfunding. Donc après, petit problème, une fois que le livre sera édité, elles n'ont pas dit que la version numérique resterait gratuite. Moi, voilà. Donc, comment on va pouvoir imaginer des nouveaux systèmes où, par crowdfunding, moi, j'ai filé ma part, mon obol, et je pense qu'il faut le faire, mais en même temps, comment il y a un retour vers l'ensemble de la société plus généralement et que permet le numérique par l'accès gratuit. On achètera toujours le livre imprimé parce qu'il y a des frais, parce qu'il y a du travail permanent. Envoyer les livres un par un, c'est un travail, donc il faut des gens qui le fassent, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a plein de solutions économiques à une condition, c'est qu'on commence par penser qu'il y en a. Après, on les imagine, on les trouve, et voilà, je pense que les modèles économiques existent, mais c'est l'aveuglement en fait qui nous empêche de les voir. Je vais intervenir parce qu'il faut que je joue mon mauvais rôle de maître du temps. On continuerait encore longtemps, mais l'ENSIP va fermer dans 9 minutes. Donc il nous reste 9 minutes pour quitter les bâtiments avant que ça ferme.
Je voulais encore te remercier, Hervé, vraiment pour avoir créé ce contact, monté ce webinaire et avoir bien voulu y participer.